L'agroalimentaire français face aux défis de l'export. L'agroalimentaire français face aux défis de l'export. Les résultats du secteur agroalimentaire, à l'instar de son solde commercial, sont le plus souvent présentés en agrégeant les produits agricoles bruts, y compris pêche et sylviculture, et les produits des industries agroalimentaires. Vos rapporteurs spéciaux ont choisi, sauf exception, d'utiliser eux aussi ce périmètre élargi grâce auquel il est permis d'affirmer, comme il sera vu plus loin, que l'agroalimentaire représente le deuxième secteur contributeur positif à la balance commerciale de notre pays, derrière l'aéronautique. La France demeure la première puissance agricole européenne, avec 18% du produit agricole et agroalimentaire du total des États membres de l'Union européenne. Vos rapporteurs spéciaux observent à cet égard que la France reste le premier producteur mondial de vin, le troisième de lait et de produits laitiers, le cinquième de blé, le premier en Europe, ou encore le septième pour le sucre. Nos élevages et leurs produits carnés, mais aussi notre production de fruits et légumes sont également des atouts indéniables pour notre économie et nos territoires. En dépit de ces avantages comparatifs, ce secteur ne représente au total qu'un peu plus de 3% du produit intérieur brut. Ce secteur se caractérise par sa robustesse et sa résilience, comme le relève le rapport intitulé Une stratégie publique pour l'industrie agroalimentaire, établie conjointement par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et l'Inspection générale des finances en juin 2012, suite à une mission confiée par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Les développements qui suivent et qui concernent les IIA au sens strict reposent notamment sur des éléments contenus dans ce rapport. Si la production des IA a mieux résisté en France que celle des autres industries, ces dernières années, cela peut notamment s'expliquer par le fait qu'elle est constituée en grande partie de biens de première nécessité. Elle a toutefois progressé moins rapidement en volume que la moyenne européenne sur les 10 dernières années. La production des industries agroalimentaires françaises s'est accrue de 4% en volume entre 2000 et 2010, contre 8% au niveau européen. La production agroalimentaire européenne dans son ensemble a été en partie soutenue par le très fort dynamisme des IA des nouveaux États membres, mais la production française s'est montrée moins dynamique que celle de ses principaux concurrents, en particulier l'Allemagne et les Pays-Bas. Par ailleurs, le chiffre d'affaires des IA a progressé plus favorablement que celui de l'industrie manufacturière. Ainsi, entre 2000 et 2010, le chiffre d'affaires des IA a progressé en valeur 2 fois plus rapidement que celui de l'industrie manufacturière, 27% contre 14%. Plus résistantes à la crise, les IA font donc ainsi aussi preuve d'une plus grande résilience que les autres industries. Le rebond du chiffre d'affaires des IA en 2010 leur a permis de retrouver cette année-là le niveau atteint en 2007. Le chiffre d'affaires des IA français a même progressé depuis 10 ans à un rythme équivalent à la moyenne européenne, puis 26% en valeur entre 2000 et 2010. De même, le nombre d'entreprises agroalimentaires en France est également resté pratiquement stable sur 10 ans, n'ayant en effet connu qu'une légère baisse entre 2000 et 2010. Contrairement à l'industrie manufacturière qui a dans l'ensemble perdu plus de 10% des entreprises de son secteur, plus encore que la production, le chiffre d'affaires ou le nombre d'entreprises, l'emploi salarié dans le secteur agroalimentaire affiche depuis 10 ans une stabilité notable. L'industrie agroalimentaire française n'a en effet perdu que 4000 emplois salariés entre 1999 et 2009. L'année 2009 constituant pourtant le plus fort de la crise pour les IA, cette solidité de l'emploi n'est cependant pas une particularité française, puisqu'elle se retrouve aussi globalement dans les industries agroalimentaires de nos voisins européens. Le solde commercial de la France, déficitaire de 67 milliards d'euros en 2012, après 74 milliards d'euros en 2011, est révélateur du déficit structurel des exportations par rapport aux importations. Les exportations de produits agricoles et agroalimentaires
sont d'autant plus essentielles à la France qu'elles limitent le déficit chronique de notre commerce extérieur. Et en effet, de rares secteurs échappent à ce constat, parmi lesquels l'aéronautique tout d'abord avec un solde positif de 20 milliards d'euros en 2012, et les produits agricoles et agroalimentaires ensuite avec un solde positif de 11,5 milliards d'euros en 2012. Pour mémoire, l'industrie du luxe, la pharmacie et l'énergie arrivent en arrière avec des excédents qui s'élèvent respectivement à 8,5 milliards d'euros, 3 milliards d'euros et 1,7 milliard d'euros. Cependant, ce surplus de 11,5 milliards d'euros dans l'agroalimentaire s'explique principalement par nos exportations de vin et de boissons alcoolisées. Ce qui est inquiétant, en effet, la France perd année après année des parts de marché, et ce pour tous les produits agricoles et agroalimentaires. Il résulte de ces pertes de parts de marché que notre pays, encore deuxième exportateur mondial agroalimentaire, à la fin des années 90 après les États-Unis, n'arrive depuis 2009 qu'au quatrième rang. Après les États-Unis, les Pays-Bas et l'Allemagne, et depuis 2012 au cinquième rang. Le Brésil lui en ravit la quatrième place. Nos exportations agroalimentaires progressent moins vite que celles de tous nos concurrents, avec une moyenne de 4% par an en 6 ans contre 5% pour les Pays-Bas, 6% pour l'Espagne, la Belgique et l'Italie et 7% pour l'Allemagne. Si l'on exclut les vins et les boissons alcoolisées des statistiques, notre solde commercial pour l'agroalimentaire est largement déficitaire, mais ce depuis 2004. Vos rapporteurs spéciaux invitent donc à regarder au-delà de notre surplus de 11,5 milliards d'euros dans l'agroalimentaire. Le diable se cache souvent dans les détails, et faire reposer notre solde commercial sur nos seules exploitations de vin et d'alcool n'est pas satisfaisant. Les règles du commerce international, la boîte verte de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, contient différents dispositifs de soutien parmi lesquels aident à la promotion dans la mesure où ces dernières s'inscrivent dans cette catégorie d'aide publique. Les solutions budgétaires à la promotion des produits agroalimentaires sont réputées ne pas provoquer des distorsions de concurrence significatives dans les échanges internationaux agricoles. Il résulte de cette règle qu'en conséquence, les crédits engagés dans ce secteur par ce biais ne sont pas soumis à des règles d'interdiction ni même de plafonnement. Ceci signifie que les États peuvent donc investir directement les sommes qu'ils souhaitent dans la promotion des produits agroalimentaires, dans le respect des règles de l'OMC. Cette exception aux règles du commerce international est suffisamment rare pour être signalée. Vos rapporteurs spéciaux soulignent que les États-Unis sont particulièrement attachés à ce principe et militent pour que ce type d'aide demeure dans la boîte verte de l'OMC lors des négociations futures. Il n'existe donc au niveau de l'OMC aucune contrainte sur le régime public des financements du BIFRANCE ou de SOPEXA pour soutenir les exportations agroalimentaires, les politiques européennes de soutien. Le droit communautaire est, à l'opposé des règles de l'OMC, beaucoup plus contraignant en matière de soutien à la promotion agroalimentaire. Depuis l'origine, le traité de Rome dispose que les aides de l'État ne doivent pas provoquer de distorsion de concurrence. Ainsi, les aides qui affecteraient les échanges entre États membres ou fausseraient la concurrence au profit de certaines entreprises ou certaines productions sont interdites. Ce type d'aide doit être notifié à la Commission européenne et les subventions ne doivent pas avoir pour effet de financer des publicités focalisées sur l'origine nationale de produits, ce qui constituerait une discrimination contre les produits similaires et réalisés dans un autre État membre. De plus, les lignes directrices relatives aux aides d'État dans le secteur agricole indiquent que les campagnes de promotion qui sortiraient du champ d'action qu'elles définissent ne pourraient recevoir d'aide publique. Ainsi, au terme des points 13 et 14 intitulés Lignes directrices promotion, les aides aux produits devraient se limiter en particulier à la phase de démarrage et de développement. Il convient toutefois de noter que certaines actions de promotion définies comme la vulgarisation des connaissances scientifiques, l'organisation et la participation aux foires et expositions, les relations publiques, la commande de sondages ou d'études de marché peuvent quant à elles être prises en charge en intégralité par l'État.
Cependant, en application des lignes directrices relatives à la publicité, la Commission européenne distingue ce qui relève respectivement de la publicité et de la promotion. La publicité se définit comme ce qui conduit à l'acte d'achat direct des produits. En conséquence, les régimes d'aide envisagés doivent être justifiés par au moins l'un des critères suivants. Produits en excédent ou appartenant à des espèces sous-exploitées, nouveaux produits ou produits de substitution non excédentaires, produits de haute qualité comme l'agriculture biologique, actions utiles au développement de certaines régions, actions utiles au développement des PME. S'agissant des actions conduites par Sopexa et Ubifrance en faveur des produits agroalimentaires et notamment des campagnes qui seraient cofinancées par les offices agricoles et les interprofessions, elles doivent respecter l'ensemble du dispositif réglementaire, c'est-à-dire le respect des règles d'étiquetage qui permettent aux consommateurs de ne pas être trompés sur les produits. La compatibilité avec les campagnes de publicité financées au niveau communautaire, l'interdiction de publicité directe des produits d'une ou plusieurs entreprises données. Cette dernière règle a empêché à partir de 2001 les campagnes dites associatives où l'État, une interprofession et l'entreprise d'un secteur soutiennent conjointement une campagne. Enfin, depuis la directive Service 92-50 sur les règles de passation des marchés publics en date du 18 juin 1992 et transposée en droit français en 2001, de profonds changements ont été introduits dans la mesure où sont imposées des règles extrêmement strictes pour les marchés publics en matière de mise en compétition et de seuil pour les appels d'offres. La politique commerciale commune vise au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres. Article 206 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle relève pour l'essentiel de la compétence exclusive de l'Union européenne, au même titre que la politique de concurrence ou de la politique monétaire. Une telle dévolution de compétences conduit l'Union européenne à défendre en principe ses intérêts d'une seule voix sur la scène internationale, sur laquelle elle est représentée par la Commission européenne, tant auprès des États tiers que des organisations internationales. Un tarif extérieur commun TEC est appliqué aux produits importés. Par ailleurs, différents instruments unilatéraux sont mis en œuvre pour régler les relations avec les pays tiers, qu'il s'agisse du système des préférences généralisées qui octroie un certain nombre d'avantages commerciaux aux pays en développement et aux pays les moins avancés, ou qu'il s'agisse des instruments de défense commerciale par lesquels l'Union européenne protège ses intérêts contre les pratiques déloyales. La politique commerciale commune ne s'articule pas réellement avec l'objectif de soutien aux exportations et il paraît difficile d'assurer un équilibre satisfaisant entre l'ouverture des marchés étrangers aux produits européens et la protection du marché intérieur face à une concurrence qui de plus est souvent déloyale. L'Union européenne est censée protéger ses intérêts à travers différents dispositifs visant à faire face aux pratiques déloyales et aux mesures protectionnistes prises par les États tiers. Ainsi, l'Union européenne dispose de plusieurs outils de défense commerciale, anti-dumping, anti-subvention, sauvegarde, règlement des obstacles au commerce. Mais votre rapporteur spécial Yannick Botrel a alors, de son déplacement à Bruxelles, identifié une sous-utilisation des instruments de protection des intérêts européens. Et l'organe de règlement des différends de l'OMC, certes sollicité, ne l'est pas encore assez souvent. Vos rapporteurs spéciaux déplorent au total ce qu'ils qualifient de naïveté européenne en matière d'échanges agroalimentaires. Avec le reste du monde, une telle approche devant être à proscrire. La politique commerciale européenne paraît donc insuffisamment
défensive et insuffisamment offensive. Mais cette politique peut-elle évoluer et se mettre plus au service de nos politiques d'exportation? Les restitutions sont des mesures de régulation du marché prises dans le cadre de la politique agricole commune PAC. Elles visent à compenser la différence de prix pratiquée sur le marché communautaire et sur le marché mondial. Cette aide communautaire consiste à subventionner l'exportation vers les pays tiers. Le dispositif profite donc traditionnellement aux grands exploitateurs de produits alimentaires. Les montants des restitutions évoluent en fonction des modifications du prix des marchés en dépendant de la valeur du produit exporté. Elles peuvent être différenciées en fonction de l'espèce, de la qualité ou de la destination du produit. De plus en plus contestées lors des négociations multilatérales, prenant place dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ce mécanisme a vu son poids au sein des différentes aides de la PAC se réduire fortement. Suite à la conférence de l'OMC de Doha qui s'est tenue en 2001, la Commission européenne s'est même engagée à faire disparaître progressivement cet instrument. Ainsi, les restitutions à l'exportation, qui s'élevaient à 10 milliards d'euros dans les années 1990 et à 3 milliards d'euros il y a encore 10 ans, n'ont représenté que 80 millions d'euros en 2012. Les dernières restitutions européennes à l'exportation concernaient la filière avicole, mais après avoir connu différents épisodes de baisse, elles ont été abandonnées en juillet 2013. Dans le cadre de la future PAC 2014 à 2020, il convient de relever que les restitutions à l'export seront abandonnées en tant que mesure de régulation du marché. Toutefois, elles ne disparaîtront pas totalement de la panoplie des instruments de la PAC, puisqu'elles subsisteront en tant qu'outil de gestion des crises agricoles. Vos rapporteurs spéciaux jugent nécessaire, compte tenu de ces évolutions, vers une disparition des restitutions à l'exportation, de réorienter le soutien à l'export des États membres en direction d'un financement renforcé des moyens alloués aux campagnes de promotion des produits. Les dispositifs nationaux d'appui à l'exportation sont complétés par un dispositif horizontal de promotion cofinancé par l'Union européenne. Le financement communautaire est de 50%. Et parmi les 50% provenant de fonds nationaux, une part d'au moins 20% doit être issue des secteurs professionnels. Il revient donc à l'État d'inciter les professionnels à solliciter ces fonds communautaires en sachant qu'il sera lui-même en mesure d'apporter un complément s'élevant jusqu'à 30% maximum du coût. S'agissant du montant de ces aides versées par l'Union européenne pour la promotion transversale de ces produits, elles représentent environ 50 millions d'euros par an, dont 10 millions d'euros pour la France. En 2012, la France gérait ainsi 16 programmes sous financement communautaire, représentant un montant total réparti sur 3 ans de 65 millions d'euros, soit un peu plus de 21 millions d'euros par an, répartis à moitié entre un financement communautaire et un financement au niveau de l'État membre, part nationale au sein de laquelle la part prise en charge par le budget de l'État était de moins de 30%, soit 2 millions d'euros par an entre 2008 et 2012. Il apparaît à vos rapporteurs spéciaux que les conditions imposées rendent les campagnes peu efficaces. En effet, il est impossible de faire référence à l'origine nationale du produit ou même d'utiliser un symbole tel que la tour Eiffel pour ne pas discriminer les États membres entre eux. Parallèlement à la préparation de la PAC 2014 à 2020, une réforme de ce dispositif est en cours. Les propositions de la Commission sont attendues pour cette année. Parmi les innovations attendues, la levée de l'interdiction de la référence à l'origine nationale des produits pour les actions de promotion conduites dans les pays tiers, actuellement assez dissuasive pour nos filières et fortement espérée. L'enseignement principal du diagnostic de l'action publique en matière de soutien à l'export agroalimentaire est que les dispositifs existants mobilisent un très grand nombre d'acteurs
souvent compétents et impliqués, mais qui agissent au mieux de façon peu coordonnée, au pire sans aucune coordination. Parmi ces acteurs peuvent être cités UbiFrance, Sopexa et France Agrimaire, mais aussi Adepta. Les chambres de commerce et d'industrie cessent les programmes de soutien à l'export de l'Union européenne, les régions, les douanes, les services sanitaires et vétérinaires, le réseau diplomatique ou encore la COFAS, la Banque publique d'investissement BPI, qui a appris la suite d'OCO à partir de cette année. Certes, il existe un plan d'orientation à l'export agroalimentaire et un comité technique export, mais comme il sera vu plus loin, la coordination entre ces acteurs fait clairement défaut. Vos rapporteurs spéciaux ont également constaté que ce déficit de coordination est aggravé par l'absence de chef de file au niveau des ministères concernés. En effet, la politique de soutien à l'export en matière agroalimentaire n'est pas à ce jour pilotée. Face au ministre de l'Agriculture et au ministre délégué à l'agroalimentaire se trouve le ministre de l'Économie et des Finances qui a pour bras armé la Direction générale du Trésor. Mais interviennent aussi le ministère du Commerce extérieur et le ministère des Affaires étrangères. Les délégués interministériels aux industries agroalimentaires rencontrés à plusieurs reprises par la mission font preuve d'une grande application, mais malgré toute leur bonne volonté ne sont pas en position d'assurer la coordination interministérielle requise. Vos rapporteurs spéciaux ont constaté tout au long de leur audition que la concertation interministérielle reste assez faible et regretté cette absence de pilote, particulièrement patente et fort dommageable à notre dynamisme à l'export. Ils ont relevé la solution retenue par les Pays-Bas sans pour autant inviter à s'en inspirer. Le gouvernement néerlandais a en effet procédé au choix politique de fusionner les ministères de l'économie et de l'agriculture en une entité unique ayant autorité sur le réseau diplomatique et de confier tous leurs dispositifs de soutien à l'export à une seule agence publique. Cette défaillance française dans la gouvernance des dispositifs existants se décline dans l'action des opérateurs, puisque le ministère de l'Agriculture dispose de son propre instrument via une délégation de services publics attribuée à l'entreprise Sopexa, et la Direction générale du Trésor exerce sa tutelle sur UbiFrance. Ces deux entités, l'une privée et l'autre publique, et leurs relations ont largement retenu l'attention de vos rapporteurs spéciaux. Sopexa, entreprise titulaire d'une délégation de services publics, à l'initiative conjointe du ministère de l'Agriculture et des filières agricoles et agroalimentaires françaises, dans le cadre défini par la loi d'orientation agricole du 5 août 1960, a été créée en 1961. La Société pour l'expansion des ventes des produits agricoles et alimentaires, plus connue sous l'acronyme Sopexa, cette entreprise anonyme se voit alors confier la mission de promouvoir tant à l'étranger qu'en France les produits agricoles et alimentaires français. Cette création s'inscrivait dans une stratégie de long terme visant à faire de l'agriculture française un leader au niveau mondial par une action sur l'offre, la modernisation des structures, mais également sur la demande par le biais d'activités de promotion. Depuis 2007 et la sortie du capital de l'État, les pouvoirs publics attribuent à Sopexa, par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, MAF, une délégation de services publics. Les crédits budgétaires versés à cet opérateur sont issus du programme 154 Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires, de la mission Agriculture, Alimentation, Forêt et Affaires rurales. La première DSP couvrait la période de 2008 à 2012.
pour un total de 70 millions d'euros et 13 millions d'euros en 2011. Et en 2012, la seconde DSP court de 2013 à 2017. Cette dernière en baisse de 36% avec un montant maximal sous 5 ans de 45 millions d'euros, soit un montant maximal de 9 millions d'euros par an. Le bilan de l'opérateur est incertain. À ce jour, le bilan de la délégation de service public attribuée à Sopexa pour la période 2008 à 2012 n'a toujours pas été communiqué à l'autorité délégante. En la personne du ministre de l'Agriculture, malgré des demandes répétées des services de ce dernier, cela n'a pourtant pas empêché le renouvellement pour 2013 à 2017 de la DSP accordée à Sopexa pour la promotion des produits agroalimentaires, certes avec un montant plus modeste. D'après des informations transmises par Sopexa à vos rapporteurs spéciaux, à défaut d'un bilan rigoureux accompagné d'indicateurs de résultats, la DSP aurait conduit sur la période 2008 à 2012, outre la création du logo France Bon Appétit, la mise au point d'une charte graphique pour les outils de la DSP et la refonte du site internet franceagroalimentaire.com, à l'organisation de plus de 100 000 journées d'animation, de 250 salons internationaux permettant 8 546 participations pour une surface de 100 000 m² de 100 événements grand public, d'apéritifs à la française dans 30 pays et 75 villes avec 1200 partenaires et plus de 100 000 personnes touchées de 80 opérations, 24 heures expo organisées dans 58 villes avec 3 510 participations et près de 20 000 visiteurs, de 200 semaines françaises dans des enseignes de la distribution ou en restauration hors domicile, de 10 conférences culture alimentaire croisées et enfin de 70 cycles de formation et de 30 concours sommeliers, pâtissiers, cuisiniers, conduisant à un total d'au moins 5 000 professionnels et prescripteurs formés. Une illustration de la communication utilisée lors de ces concours peut être donnée en exemple. La place des différents logos et l'identité de la taille entre Sopexa et France Bon Appétit mérite d'être soulignée. Le logo Sopexa apparaissant même plus visible que les logos représentatifs du Vice de France et du ministère chargé de l'Agriculture. Sopexa a par ailleurs indiqué avoir organisé sous les années 2011 et 2012 28 pavillons francs d'un salon internationaux et 40 000 journées d'animation dans les réseaux de distribution, dont 25 000 sous la signature France Bon Appétit. Parmi ces journées, les apéritifs à la française ont concerné 10 pays avec 21 600 journées de promotion avec 254 entreprises partenaires dont 2200 points de vente, soit un total estimé de 26 000 participants aux événements et une couverture médiatique plus grande encore, évaluée à 51 000 personnes touchées à travers la presse et les médias. Le renouvellement de la DSP de promotion de produits agroalimentaires pour la période de 2013 à 2017 a conduit à l'élaboration d'un nouveau cahier des charges articulé autour de 3 axes. La concertation et l'accompagnement des filières agricoles et agroalimentaires sur les pays à fort potentiel de croissance. Le renforcement de la présence d'entreprises françaises agroalimentaires sur des marchés prioritaires et matures mais fortement concurrencés. La défense de la culture alimentaire française auprès des consommateurs et des opérateurs locaux, avec notamment des opérations de promotion collective valorisant une image France en cohérence avec la politique publique de l'alimentation au travers des logos France et France Bon Appétit. Sopexa doit également solliciter les contributions des partenaires dans une logique de cofinancement. Ces dernières doivent représenter plus de 65% du montant total des actions réalisées.
pour un montant de subvention annuel de 9 millions d'euros maximum au travers de la DSP. L'évolution la plus drastique porte sur la réduction du nombre de pays zones cibles, qui passe de 25 pour 2008 à 2012 à 16 pour 2013 à 2017. Et la priorité en termes d'action est d'en donner aux dispositions internationales et aux semaines françaises leur poids dans le budget global des actions conduites au titre de la DSP devrait aussi passer de 65% à 49%. Sopexa identifie d'ores et déjà ce qu'elle appelle les conséquences de la baisse budgétaire, une perte d'influence de la France sur un certain nombre de marchés, Grèce, Portugal, pays nordiques, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, République tchèque, Hongrie, l'abandon de certaines actions, manifestations, grand public, sécurité sanitaire, lettres d'information aux opérateurs locaux, la baisse sensible de certaines actions, semaine française, concours cuisine, sommelier, pâtissier, 24 heures expo, et l'impossibilité de mener des actions de communication grand public à la différence notamment de l'Italie et de l'Espagne. En 2013, la répartition du budget de la DSP par type d'action devrait être la suivante. 58% du budget sur les salons et les opérations, 24 heures expo, 25% du budget sur les actions transversales, site internet, concours de cuisine et de sommelier, création et diffusion de matériel d'information et de promotion, conférences, culture alimentaire. 10% du budget sur les apéritifs à la française et 7% du budget sur la semaine française. Les actions en direction des professionnels en B2B représentent 90% du total budgétaire de la DSP. En termes de messages, la communication de Sopexa semble peu lisible. Ainsi, pour des motifs essentiellement budgétaires, le B2C est délaissé, alors que la communication grand public est un enjeu sur de nombreux marchés étrangers. En outre, cette entreprise anonyme travaille de plus en plus pour des opérateurs étrangers, ce qui pose tout de même question au regard du rôle public qui lui est dévolu par la DSP. En effet, il est précisé que dans la DSP en vigueur, Sopexa s'engage à ne pas faire la promotion de l'image agroalimentaire d'un pays autre que la France. Cependant, une tolérance existe pour les produits étrangers. Ainsi, le délégataire ne peut pas faire la promotion de produits agricoles et agroalimentaires des autres États membres de l'Union européenne et de pays tiers hors Union européenne, au-delà de 49% de son chiffre d'affaires annuel relatif aux produits agricoles et agroalimentaires. Selon les informations transmises par la Sopexa concernant l'activité globale de cette entreprise, et non pas seulement celle réalisée dans le cadre de la DSP, elle repose aujourd'hui sur un réseau de 280 collaborateurs de 31 nationalités situés dans 31 agences réparties entre 26 pays différents. Les 2000 actions conduites en 2012 pour le compte de 2400 clients concernent des opérations de marketing et de communication. Ces activités concernent les vins et spiritueux à plus de 40%. Il s'agit donc du secteur principalement concerné à ce jour. Les autres secteurs agricoles ont également recours à Sopexa, comme le montre le graphique suivant. Pour mémoire, il convient d'indiquer que les actionnaires actuels de cette entreprise anonyme sont la plupart des interprofessions agricoles, des organisations professionnelles comme la FNCA ou les coopératives agricoles à travers COP de France et les entreprises financières comme le Crédit Agricole, Sophie Protéol ou encore Unigrain. D'autres actionnaires comme la CCIP, UbiFrance ou Unibail Rodamco peuvent être relevés. Vos rapporteurs spéciaux ont identifié une tendance forte de Sopexa à vouloir exercer ses activités indépendamment de la DSP dont elle est
dont elle est titulaire, tout en mobilisant auprès de ses clients privés la légitimité qu'une telle mission de service public ne manque pas de conférer. De même, la SOPEXA communique souvent sous son propre nom en ne faisant pas apparaître sa mission de promotion des produits agricoles et alimentaires français. Les rapporteurs spéciaux ont eu un exemple de cette stratégie de communication lors de leur visite du CIAL qui s'est tenue à Villepinte du 21 au 25 octobre 2012. Ce n'est pas isolé s'il peut à la limite se justifier dans le cadre du CIAL dont Sopexat est actionnaire. Vos rapporteurs spéciaux s'interrogent sur le fait que lors d'autres salons, la Sopexat reproduit ce type de pratique. Ainsi, comme le montre la photographie suivante, ce fut le cas lors du salon 20 Expo de Bordeaux en 2012. Il peut également être noté un autre point. Au fond à droite de cette image, le stand de Bifrance est visible, ce qui illustre le phénomène de concurrence entre opérations mises en lumière par vos rapporteurs spéciaux. Les stands se juxtaposent et diluent même l'image de la France et de son dispositif de soutien à l'export. Ubifrance, l'agence française de développement international des entreprises. L'Agence française pour le développement international des entreprises, dénommée Ubifrance, est un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances et du ministère du Commerce extérieur. La mission d'Ubifrance est d'accompagner les entreprises françaises à l'international dans leur démarche à l'export, depuis le diagnostic export complet jusqu'à l'exécution des projets sur les marchés étrangers. À l'échelon local, Ubifrance se mobilise en partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie, les entreprises françaises à potentiel export. Dans le cadre d'Ubifrance, réalise des missions d'accompagnement du commercial des entreprises alors que les services économiques des ambassades remplissent des missions régaliennes. Les actions d'Ubifrance sont les suivantes. Un accompagnement à l'export adapté aux besoins et au profil de chaque entreprise. Une information des entreprises sur les opportunités commerciales et l'accompagnement individuel d'entreprises. La recherche d'agents, de distributeurs, le développement de courants d'affaires, le développement de stratégies de vente pour des grands comptes, la conception et la réalisation de pavillons France sur certains salons agroalimentaires en collaboration avec Sopexa, des rencontres avec des acheteurs étrangers ciblés, des actions de communication vers les médias sociaux, veille, plan de communication, hotline et ciblage média. Et l'appui au recrutement de volontaires internationaux en entreprise VIE sur une période de 6 mois à 2 ans. La réforme engagée en 2009 en vue de transférer à Ubifrance les missions d'appui commercial réalisées jusqu'alors par les services économiques de la Direction générale du Trésor s'est achevée fin 2012. Cette réforme a permis de mettre en place deux réseaux économiques distincts aux compétences clairement établies. Le réseau des services économiques de la Direction générale du Trésor chargé des missions régaliennes suivies de la situation économique et financière des pays, relations avec les autorités locales, appui aux grands contrats, négociations multilatérales et le réseau du Bifrance proposant une large gamme de produits et de prestations aux PME et ETI français souhaitant se développer sur les marchés extérieurs. Au terme de cette réforme, Ubifrance est devenu l'interlocuteur des PME et ETI à l'export, grâce à sa couverture régionale et à des partenariats avec des opérateurs locaux dans le cadre de délégations de services publics. Dans 6 pays à ce jour, plus des 2 tiers des collaborateurs de l'agence exercent leurs fonctions à l'étranger.
offrant ainsi aux entreprises françaises une force dédiée d'assistance à la vente et au développement international. Afin de se positionner au plus près de l'offre française, UbiFrance a repensé son organisation interne en privilégiant en France et à l'étranger une approche sectorielle autour de 4 grandes filières: biens de consommation, agroalimentaire, industrie, transport, infrastructure et nouvelles technologies. Des liens étroits ont également été tissés avec les fédérations professionnelles. Il y a notamment la signature de conventions de partenariat. La dotation de fonctionnement de Bifrance, 80 millions d'euros en 2013 au lieu de 79 millions en 2012, a progressé de 2 millions d'euros, soit 2,8% d'augmentation. La progression de ce budget est justifiée par l'opération de dévolution engagée en 2009. Des missions d'appui commercial et services économiques vers l'opérateur. Ce transfert de compétences s'est achevé fin 2012 et a permis la création d'un réseau en propre. 275 bureaux dans 56 pays. Un dispositif de couverture régionale et l'établissement de partenariats avec des opérateurs locaux dans le cadre de délégations de services publics. La Direction générale du Trésor a conservé au sein des services économiques nouvelle appellation des missions économiques pour le réseau régalien, les missions régaliennes de soutien aux entreprises, notamment via le suivi des situations économiques, la surveillance des conditions d'accès au marché et l'appui aux grands contrats. Sur le plan budgétaire, cette réforme s'est traduite par un transfert de 894 ETPT du programme 305 vers le programme 134, pour un montant global de près de 52 millions d'euros depuis 2009, dont 48 millions d'euros au titre de la masse salariale. Durant les années de la réforme, UbiFrance a affiché des performances croissantes mais essentiellement quantitatives. Sur la période 2009 à 2011, les relations entre UbiFrance et l'État se sont inscrites dans le cadre de la Convention d'objectifs et de moyens, comme 2009 à 2011, signée le 1er octobre 2008. Cette convention se structurait autour de trois grandes orientations. Porter à 20 000 le nombre d'accompagnements annuels d'entreprises sur le marché extérieur, tant au travers d'actions individuelles que d'opérations collectives, Pavillon France, le salon et missions d'entreprises organisées en propre ou labellisées. Identifier et emmener à l'international 10 000 nouvelles entreprises non exportatrices ou très faiblement exportatrices dans le cadre du partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie. Poursuivre les efforts engagés pour développer la procédure du volontariat international en entreprise et porter à 7 000 le nombre de jeunes en poste à l'étranger. L'agence a été en mesure de tenir les principaux objectifs. Ainsi, en 3 ans, les accompagnements d'entreprises à l'international ont connu une croissance de près de 50%, passant de 13 100 en 2008 à 19 400 en 2011. L'année 2010 ayant culminé à 21 850 accompagnements. Sur 3 ans, plus de 60 000 entreprises ont été accompagnées. Cette progression a été principalement portée par l'activité directe d'UbiFrance. Les accompagnements individuels et collectifs réalisés en compte propre ont augmenté de 80% en 3 ans et représentent plus des 2 tiers du total, 15 000 en 2011. Ces performances se sont principalement appuyées sur la forte progression des accompagnements collectifs. Sur la période de 2009 à 2011, UbiFrance a en effet significativement augmenté
diversifier et davantage cibler son offre d'opérations collectives à l'étranger. Le nombre de rencontres d'affaires a cru de 60% en 3 ans et le nombre de pavillons France organisés par l'agence a plus que doublé. Au total, le nombre pavillons France organisés, le nombre d'opérations collectives annuelles organisées en propre par Ubifrance est passé à plus de 700 en 2011 contre moins de 380 en 2008. Les accompagnements individuels réalisés directement par l'agence ont par ailleurs progressé de 55% sur la durée de la convention. En 3 ans, le nombre de VIE en poste a augmenté de 12%, passant de 6 323 fin décembre 2008 à 7 000 fin décembre 2011. L'année 2011 a été marquée par la reprise de l'activité VIE après 2 années de relative stabilité. À l'occasion du renouvellement de la convention, pour la période de 2012 à 2014, l'État a souhaité que l'agence augmente sa capacité opérationnelle propre et privilégie les accompagnements susceptibles d'entraîner des retombées commerciales effectives. Cette décision s'est traduite par la signature d'un avenant au terme duquel l'agence s'engage à réaliser 14 000 accompagnements en compte propre, collectifs et individuels, et à amener 1500 PME à développer des courants d'affaires dans des pays où elles n'exportent pas encore. Ces deux objectifs qui ont été atteints avec des taux de réalisation de respectivement 107% et 105% ont été renforcés dans le contrat d'objectifs et de performance de 2012 à 2014. Ainsi, les accompagnements réalisés par l'agence doivent permettre à plus d'une entreprise cliente sur 3 de développer de nouveaux courants d'affaires sur les marchés prospectés. Les premiers résultats semblent prometteurs puisque selon les études préliminaires, 32% des entreprises accompagnées au premier semestre 2011 déclaraient 1 an plus tard avoir enregistré des retombées commerciales sur le marché visé. Le COP 2012 à 2014 devrait être amendé en 2013 afin de renforcer les objectifs qualitatifs fixés à l'agence. L'accent sera notamment mis sur l'accompagnement dans la durée des entreprises pour favoriser leur réussite à l'international, ainsi que sur la démarche client. Il proposera des actions définies en fonction de la taille et des besoins des entreprises et devra indiquer les priorités en termes de type d'entreprise, de filière et de marché. L'intégration du Bifrance dans la dynamique de la BPI et de son volet export doit également y figurer. De même que doit se poser la question de sa couverture géographique. Ubifrance a développé en son sein un département agrotech dédié aux filières des produits et équipements agroalimentaires, composé de 215 collaborateurs, dont 163 agents basés à l'étranger. Cette structure représente environ 20 millions d'euros, soit 25% de la dotation que reçoit Ubifrance de son ministère de tutelle, et plus du double de la notation du ministère de l'Agriculture, consacrée à la DSP, mise en œuvre par la SOPEXA. Cette structure se caractérise par la mise en place d'une gamme de produits de veille économique, d'information et de mise en relation de professionnels à professionnels, B2B, qui a vu, selon les données communiquées par Ubifrance, son activité quadruplée depuis 2008 pour atteindre en 2012 4 000 accompagnements d'entreprises à l'international, 54 pavillons France sur le salon agroalimentaire à l'étranger, 160 actions collectives en pavillon
et rencontres B2B à l'étranger. La montée en puissance de cette structure s'appuie à la fois sur une équipe de direction basée à Paris, laquelle est composée de 3 pôles chargés du machinisme agricole, des produits et filières alimentaires et des vins spiritueux et boissons, et sur des experts basés à l'étranger comme votre rapporteur spécial André Ferrand a pu le constater lors de son déplacement en Chine. C'est notamment à cette occasion que la question de la délimitation des champs d'action respectifs de la Sopexa et de la branche agrotech du Bifrance a pu, a pu se poser. En effet, comme cela sera exposé plus en détail dans la seconde partie du présent rapport, s'agissant des points de friction et de la concurrence destructive entre ces deux acteurs, Sopexa et Ubifrance sont parfois appelés à effectuer en pratique les mêmes missions dans les salons dont ils ont la charge, qu'il s'agisse de l'accompagnement des entreprises, des actions de promotion ou de formation des acheteurs. La traditionnelle distinction consistant à confier le BSC, le B2C ou le BSC à Sopexa et le B2B à Ubifrance tend à s'estomper. En effet, à la question de savoir si la Sopexa conservait un rôle majeur en matière de B2B, la réponse faite par Cécile Bassot, directrice générale de Sopexa, est négative. Elle rappelle que la DSP 2008 et 2012 visait déjà des actions majoritairement B2B. Cette situation est renforcée dans la DSP 2013 à 2007, puisque plus de 80% du budget est consacré à la participation à des salons, des 24 heures expo, des concours professionnels et des formations pour les opérateurs locaux. Quant aux semaines françaises et aux promotions en magasin, elles ne représentent plus que 8% du budget de la DSP et doivent être considérées comme des opérateurs de B2B, B2C. Enfin, tout comme les seules opérations B2C impératives à la française proposent des déclinaisons professionnelles B2B. Il est maintenant clairement établi, selon des propos tenus par Cécile Bassot à vos rapporteurs spéciaux, que l'activité globale de Sopexa est également axée à très grande majorité vers du B2B, puisque les campagnes de communication grand public deviennent de plus en plus rares, faute de moyens. Au final, les deux structures, Sopexa et Ubifrance, se concurrencent et peinent à mettre en œuvre les accords qu'elles concluent pour se répartir leur champ d'intervention respectifs. Ces redondances qui réduisent l'efficience de notre dispositif public de soutien à l'export ont été observées par la mission et peuvent aussi concerner d'autres intervenants, tels que France Agrimaire ou Adepta. Les autres opérateurs, France Agrimaire et Adepta, un autre opérateur du dispositif public d'appui au commerce extérieur de la France, peut être mentionné. L'Association pour le développement des échanges internationaux des produits et techniques agricoles et agroalimentaires ou ADEPTA, qui reçoit une subvention annuelle du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt d'un montant de 1,3 million d'euros. Cette association, créée en 1977, se donne pour rôle d'accompagner le développement international des constructeurs d'équipements, des fournisseurs d'intrants, des experts et des bureaux d'études pour l'agriculture et l'industrie agroalimentaire. L'ADEPTA affirme développer son activité dans 4 domaines. La mise en relation des opérateurs français et étrangers du monde entier en organisant la participation des entreprises françaises à des salons spécialisés, des missions commerciales, d'entrepreneurs, des colloques et des séminaires. Et enfin, l'accueil en France de professionnels internationaux
à l'occasion des grands salons sectoriels français et pour des visites de sites. L'animation de groupes de filières qui réunissent les 230 adhérents de l'association par secteur d'activité pour répondre à la demande d'opérateurs internationaux pour la réalisation de projets de construction ou de rénovation de laiteries et d'unités de traitement de la viande, de production et de transformation des fruits, des légumes et des fleurs, d'unités de ligne complète, d'emballage et de conditionnement, des produits alimentaires liquides et solides, de création ou d'extension de vignobles et de caves, de production, de stockage et de transformation des céréales, d'unités de production, de traitement et de transformation, des poissons et enfin d'ingénierie et de conception de projets clés en main, comprenant la formation et l'assistance technique. L'information sur les technologies avec l'édition et la diffusion de documentation spécialisée dans le monde entier, l'expertise technique pour la mise en œuvre des programmes de coopération technique et de solidarité pour le compte de partenaires institutionnels et d'organisations intermédiaires. L'absence de taille critique de cet opérateur permet toutefois de douter de la pertinence du maintien d'un soutien public à ces actions. Vos rapporteurs spéciaux s'interrogent donc sur l'intérêt de conserver le soutien à une telle structure, dans la mesure où, par exemple, le département agrotech du BIFRANCE serait en mesure d'accomplir les mêmes missions. Par ailleurs, les principaux offices agricoles ont été regroupés au sein de France Agrimer, établissement national des produits de l'agriculture de la mer créé le 1er avril 2009. Dans le cadre des mesures liées à la révision générale des politiques publiques, il intervient aussi à titre secondaire comme opérateur du dispositif public de soutien à l'export. Vos rapporteurs spéciaux, Annick Botrel et Joël Bourdin, ont publié en 2012, suite à une enquête demandée à la Cour des comptes en application de l'article 58-2 de la loi organique loi des finances, un rapport d'information sur le bilan de cette réforme des offices agricoles, qui a consisté à procéder à une fusion de ces derniers. En tant que rapporteur de l'État, France Agrimer contribue à la mise en œuvre des politiques publiques précises et à cette fin s'inscrit dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de performance, celui en vigueur couvrant la période 2011 à 2013. Ce contrat mentionne la perspective d'un meilleur dialogue avec la tutelle pour la prise en compte d'une dimension stratégique. Cette démarche conduit également à partager les objectifs et à évaluer leur réalisation sur la base d'indicateurs d'efficacité, d'efficience et de qualité de service. France Agrimer assure ainsi, pour le compte du ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, la gestion de nombreuses aides et procédures, à l'image du développement, du suivi de l'appui à l'exportation à travers l'outil informatique Expadon, informant des contraintes et des procédures à l'export pour les produits animaux et les produits végétaux. France Agrimer s'est aussi vu assigner un objectif d'animation des filières. À ce titre, il lui est proposé de devenir le lieu d'échange entre les filières agricoles, de la pêche et les pouvoirs publics. L'établissement, pour les missions qu'il exerce, doit contribuer à l'émergence de consensus dans l'orientation des productions et l'organisation des filières. Il doit être en capacité de mettre à disposition des interlocuteurs professionnels des éléments fiables de suivi des marchés et une information économique complète. France Agrimer. France Agrimer mènera des actions destinées à structurer et à enrichir
le contenu des conseils spécialisés, des comités et des groupes de travail professionnels, pour en faire des lieux d'expression des besoins des filières et de définition des priorités d'action de l'établissement. Ces conseils devront permettre un dialogue professionnel de qualité entre les acteurs de la filière, favorisant une analyse et une réflexion structurée en vue de l'amélioration de l'organisation et de la structuration des filières, y compris pour affronter les marchés à l'export. À cette fin, France Agrimaire finance des actions de promotion à hauteur de 12 millions d'euros par an, montant 2011 et 2012, d'après le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, MAF, dans ses réponses au questionnaire budgétaire pour le projet de loi de finances pour 2013. Ces crédits de promotion devront être à l'avenir fondés sur une plus grande transparence des crédits de France Agrimaire et déterminés selon une liste de priorités produits actions pays. De tels propos révèlent l'opacité dans laquelle sont aujourd'hui utilisés ces crédits. Ces actions de promotion internationale représentent environ 8% des crédits consacrés par France Agrimaire à la promotion des produits et à l'orientation des filières, comme indique le tableau suivant. Vive la France, vive la République!